Bonjour à tous, je suis Amélie Fenzi, fondatrice et dirigeante de Valeurs et Valeurs, cabinet de conseil, de formation et d'accompagnement sur le mieux travailler ensemble. C'est forte de toutes ces rencontres dans mon quotidien que j'ai eu envie de vous partager ce que j'ai la chance de voir tous les jours, des personnes engagées, des initiatives créatives et surtout beaucoup d'envie de progresser vers une entreprise meilleure. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Stéphane Soar qui va nous partager sa vision du mieux travailler ensemble et puis surtout l'ensemble de ses tips, des choses qu'il met en œuvre. Donc bonjour Stéphane. Bonjour Amélie. Est-ce que, avant de démarrer cet échange, tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, je vais essayer. Je suis donc Stéphane Soar, j'ai 42 ans, je suis père de 3 enfants, marié avec une femme adorable et j'ai la chance de diriger le groupe Situaction. On a 2 activités, Situaction Géoloc, notre métier c'est de géolocaliser les flottes de véhicules avec une vraie volonté de s'en servir comme un outil de management plutôt que comme un outil de flicage. Et ensuite la téléphonie fixe, mobile, fibre pour les professionnels. J'ai une 30aine de collaborateurs aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant parce que ne serait-ce que dans la mission que tu as donnée à ton entreprise, la géolocalisation comme outil de management, tu es déjà sur le mieux travailler ensemble, toi avec tes clients et tes clients avec leurs collaborateurs. Oui, exactement. Donc je pense qu'on est déjà dans le sujet. Tout à fait. J'aime bien commencer par cette question pour un peu poser le décor. Mieux travailler ensemble, ça veut dire quoi pour toi en tant que dirigeant ? Pour moi, le mieux travailler ensemble, c'est pas que moi avec mes collaborateurs ou les collaborateurs entre eux. Je pense que c'est plus large que ça. Et dans la mission qu'on a vis-à-vis de nos clients, comme tu disais, ça se ressent. Pour moi, le mieux travailler ensemble, c'est avec ses fournisseurs, c'est avec ses partenaires, c'est avec ses clients, c'est être facilitant pour tout l'écosystème qu'il y a autour de l'entreprise en tant que telle. Et finalement, le mieux travailler ensemble dans l'entreprise n'est qu'une ramification du mieux travailler ensemble de manière plus globale. Okay. Considération de tout le monde, en fait. Toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et sur ce thème du mieux travailler ensemble, où parfois on me dit c'est gentil, mais les données économiques là-dedans, quel lien toi tu fais entre le mieux travailler ensemble et la performance économique et financière de ton entreprise ? Merci Amélie. Merci beaucoup. Question très pertinente. Je pense que la donnée économique, en tout cas chez Situaction, la donnée économique, on est là pour faire du business, c'est important, on est là pour rendre service à nos clients et qui nous le rendent au travers du chiffre d'affaires qu'on va pouvoir réaliser avec eux. Mais dans ma vision des choses à moi, ce n'est qu'au service du mieux travailler ensemble. Parce que je pense que c'est un cercle vertueux lorsque les collaborateurs, lorsque les partenaires apprécient de travailler avec nous. D'une façon ou d'une autre, ça se retrouve dans la partie économique. Si je prends un exemple, aujourd'hui je fais appel de manière spécifique à des sous-traitants sur des secteurs géographiques où on est, nous, beaucoup plus éloignés et donc pour gagner en réactivité. La façon dont je vais traiter ces sous-traitants, la manière dont je vais prendre soin d'eux, en préparant correctement leurs interventions, en étant disponible au téléphone pour les accompagner, forcément, si demain il y a 2 interventions qui s'entrechoquent avec un de mes concurrents, par exemple, parce que ça leur arrive, ils travaillent pour l'ensemble de la planète géoloc, je pense que mon intervention sera prioritaire. Okay. Parce que justement, il y a un cadre de travail qui est beaucoup plus agréable avec Situation et une considération qui est autre. Ok. Est-ce que ce que j'entends, parce que là j'entends c'est une réflexion à moyen terme et une construction de la réflexion du business model, est-ce que ça induit pas aussi qu'au départ tu as un business model économique qui fonctionne et donc seulement à ce moment-là on peut bien travailler ensemble, ou est-ce que pour toi c'est même avant, c'est-à-dire que c'est l'envie de travailler ensemble qui prime, parce que je te sens assez engagé sur le sujet. J'ai entre guillemets hérité d'une culture d'entreprise. Je suis dirigeant de Situation depuis 2017. C'est une entreprise dans laquelle je suis depuis 2003. C'est l'entreprise que mon père a créée en 2003. Je l'ai intégrée quasiment dans la foulée. Et à l'époque, le modèle économique n'était pas celui d'aujourd'hui. La stabilité financière n'était pas celle d'aujourd'hui. Et pourtant, ce plaisir de travailler ensemble était déjà présent.
Le plaisir de travailler ensemble, le bien travailler ensemble, je pense que ça passe déjà par la considération de chacun. Il n'y a pas, finalement, dans une entreprise, il n'y a pas l'élite et puis les autres. On est tous un maillon d'une chaîne qui ne peut pas tenir l'un sans l'autre. Et chez Situaction, on intègre dans cette chaîne-là l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et ça va de la personne qui vient faire l'entretien des locaux une fois par semaine et avec qui je prends plaisir à échanger, savoir comment elle se sent chez nous. Et c'est aussi nos partenaires bancaires que je convie régulièrement à faire un point, ou les accompagnateurs financiers, ou les différentes associations qui gravitent autour de nous. C'est vraiment global, et je pense que à la limite, quand ce plaisir qu'on a à travailler ensemble, il est présent, finalement, on aura peut-être plus de facilité à surmonter une difficulté financière, une difficulté économique, un moins bien au point de vue de l'activité, parce que justement, on a une forme de réputation, on a une forme de... on est une entreprise avec qui il est agréable de travailler. Ouais, c'est comme si les liens entre chaque maillon de la chaîne étaient plus forts par ce qui était construit. Et donc, quand ça tend un peu, c'est plus résistant. Oui, je pense. Enfin, Okay. En tout cas, c'est... aujourd'hui, on a la preuve, de par l'évolution de notre activité, que même lorsque ça se tend un peu, on arrive toujours à tirer notre épingle du jeu, parce qu'on est on est une entreprise plaisante à travailler. Ok. Alors dans nos échanges, parce que moi je te vois évoluer depuis un certain temps, je trouvais que c'était très intéressant qu'on puisse partager des échanges qu'on a pu avoir nous tous les deux, parce que à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'à la fois tu as repris une entreprise que ton père a créée, donc il y a la notion de travailler en famille. Il y a aussi la particularité qui est que ton père avait embauché une bande de copains, et donc en fait tu travailles encore aujourd'hui avec des amis. Donc je trouve que parfois on dit il faut pas mélanger, et c'est très difficile de travailler avec des amis, et je trouve que en tout cas vous y arrivez. Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus, et puis aussi cette philosophie que tu portes dans ton quotidien avec l'ensemble des salariés. Oui. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant qu'on essaie d'adresser ces sujets si on a le temps dans ces 45 minutes. Ok. Est-ce que je te voyais partir? Il y a un sujet qui te tient à cœur sur lequel... Tous. En fait, je trouve que travailler en famille ou travailler avec des amis, finalement, moi je le mettrais un peu dans le même ordre d'idées. Okay. Par contre, la partie que je distinguerais, c'est succéder à quelqu'un de sa famille. Oui. Et c'est peut-être plus cette partie-là. Je commencerai plutôt par cette partie-là. En fait, mon père m'a donné les rênes. Il ne me les a pas données comme ça par magie, ou parce qu'il en avait ras-le-bol. En fait, c'est un travail que moi j'ai eu sur moi-même, de me dire j'ai pris part à l'ensemble de l'évolution de l'entreprise. Je pense que j'ai pris connaissance de chaque métier. Je pense que je me suis impliqué personnellement et émotionnellement dans cette entreprise-là. Et donc, il y a un moment donné où ça faisait presque l'unanimité que j'avais d'un côté, moi, l'envie d'avancer en poste à responsabilité, et de l'autre, mon père me voyait comme étant un successeur légitime pour l'entreprise. Donc ça s'est construit finalement tout au long de la vie de l'entreprise. Il n'empêche que quand moi j'ai pris la direction de l'entreprise, il y avait déjà une culture qui était en place, il y avait déjà des habitudes, et la difficulté, c'était de prendre la suite, de garder les bonnes habitudes et de faire évoluer celles qui étaient à faire évoluer. Comment tu as fait ça? Déjà, c'est les échanges, discuter avec chacun, en essayant de prendre en compte ce qu'eux considèrent comme étant les choses à absolument garder, quelles sont celles sur lesquelles ils aimeraient voir les choses évoluer, et essayer de trouver des points de corrélation entre mon ambition pour l'entreprise, là où je voulais l'emmener, et ma motivation profonde, et leur motivation à eux. Et ensuite, le point qui était important aussi, c'était de comprendre jusqu'à quel point j'avais vraiment les rênes. Parce que quand on vous dit on a les rênes, y a toujours ce dirigeant un peu fantôme qui est là, qui se balade et qui contrôle un peu tout ce qu'on fait. Et pour le coup, moi j'ai eu la chance d'avoir un père cédant qui m'a vraiment donné carte blanche. Et les
premières actions que j'ai prises, c'est de déménager des bureaux qui lui appartenaient, c'est de changer la stratégie commerciale qu'il avait construite, et donc de faire vraiment évoluer l'entreprise vers quelque chose vers lequel lui ne serait pas allé. Et je ne l'ai pas fait tout seul. Je me suis appuyé justement sur les fameux amis dont tu parlais au début, notamment Pedro et Gaël, parce que c'était des piliers de l'entreprise depuis longtemps, et pour moi il était normal et je dirais même il aurait été dangereux de ne pas m'appuyer sur eux pour poursuivre ce développement-là. Et donc travailler avec des amis ou travailler en famille, c'est à un moment donné fixer le cadre de fonctionnement, c'est de s'assurer à chaque instant du rôle dans lequel on est au moment où on échange. Est-ce que c'est l'ami qui discute ? Est-ce que c'est le patron ? Est-ce que c'est le collaborateur ? Est-ce que le reproche que je te fais, il est orienté vers la personne en tant que telle ? Et donc de s'assurer, et donc en fait c'est pas simple, parce que ça nécessite cette gymnastique-là. Donc ça nécessite beaucoup de discernement, c'est vrai que ça s'appelle le discernement, et ça tu l'as appris, on te l'a transmis, c'était instinctif pour t'en sortir on se fait accompagner, beaucoup, très régulièrement même. Je pense qu'une fois par an, on essaye d'avoir des moments d'accompagnement, de montée en compétence du management ou de liens, simplement, de création de liens. On a travaillé sur la communication non violente, par exemple. Moi, je me suis pas mal aussi inspiré des accords Toltec. Je trouve qu'ils sont c'est le terme, inspirants, notamment sur le fait de prendre les choses à titre personnel ou pas. En fait, je pense que globalement, lorsque je me sens attaqué, même si c'est pas forcément le bon terme, je sais que c'est le dirigeant de l'entreprise qui est visé. Okay. C'est pas Stéphane personnellement. Okay. Et là où effectivement ça nécessite ce discernement dont tu parles, c'est avec les amis, parce qu'avec les amis, il peut y avoir ce jugement de la personne. Et ça a aussi par contre beaucoup d'avantages. C'est que le fait de travailler avec des gens qu'on connaît extrêmement bien, on a pleinement conscience aussi de leurs forces, et de là où on va pouvoir aller eux les mettre en réussite, et du coup mettre l'entreprise en réussite. Donc ça veut dire, dans ce que j'entends moi, c'est t'as fortement conscience que t'es garant du cadre. Ouais. Même de l'ADN de la transmission, tu vois, de ce qui a mis en réussite l'entreprise, et en même temps de ce que toi tu veux en faire. Oui. Et tu prends beaucoup le temps à la fois d'échanger avec les autres, en même temps de savoir ce que tu veux. Oui. Et ensuite tu décides. C'est pas forcément moi qui décide. Ah. Je suis pas toujours le mieux placé pour décider. C'est interpellant, ça. C'est interpellant, oui, tout à fait. Si je prends un exemple bête de stratégie marketing, par exemple, je comprends globalement le marketing, je connais parfaitement l'intérêt que ça peut avoir pour l'entreprise et son impact marché, mais je considère que je ne suis pas du tout la bonne personne pour décider de la stratégie marketing. Chez SituAction, aujourd'hui, depuis à peu près 3 ans, on a mis en place une règle, c'est que n'importe quelle personne de l'entreprise, quelle que soit sa fonction, a le pouvoir de faire changer les choses. Il lui suffit pour ça de constituer une équipe dans laquelle il doit obligatoirement y avoir un membre du CODIR, mais pas forcément le directeur de son service. Mm-hmm. Il doit forcément y avoir la personne porteuse du projet et 2 autres personnes de services différents. Et cette équipe-là constituée peut prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai pleinement confiance dans mon CODIR. Je sais que le CODIR n'emmènera pas l'entreprise vers des décisions qui sont hors du cadre de la vision ou de la stratégie générale de l'entreprise. Je sais que le CODIR est garant de la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est pour cette raison-là qu'il y a forcément un membre du CODIR, quel qu'il soit. Si c'est une décision marketing, ça peut tout à fait être le directeur de la téléphonie, par exemple. C'est pas un problème. D'accord. Alors, est-ce que tu as posé des limites à ça ? J'en sais rien, un montant d'investissement possible, un impact sur l'ADN très fort J'ai pas posé de ce type de cadre parce que finalement, le membre du CODIR, le directeur ou la directrice, c'est vers quoi elle peut s'engager. Les collaborateurs eux-mêmes sont souvent même les meilleurs garants de l'ADN et de la culture de l'entreprise.
et c'est pour ça qu'ils sont plusieurs aussi. Ok. Je pense que cette équipe-là en elle-même peut se challenger. Ils ont la possibilité de faire appel à des ressources externes ponctuelles, qui peut être un commercial de l'entreprise, par exemple, qui peut être Stéphane Soar, s'il y a besoin de Stéphane Soar, mais ça peut être aussi un client, ça peut être aussi un fournisseur. Et donc, on a des équipes qui travaillent là-dessus sur la partie innovation, avec des décisions stratégiques d'innovation. Ça peut être sur le marketing. Ça fait à peu près t'as combien de groupes par an qui se constituent ? Alors, actuellement, il y en a 3 qui sont actifs. D'accord. Il y en a un notamment sur la stratégie éventuelle de croissance externe. D'accord. Il y en a un qui est sur la partie marketing, il y en a un qui est sur la partie innovation, mais il y en a un qui est en construction sur la partie modèle de formation de situation. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour que finalement la formation qu'on offre aujourd'hui à nos clients, elle soit valorisable correctement par les équipes commerciales. Alors c'est pas toujours stratégique au sens du retournement complet du modèle économique, mais en tout cas, c'est des décisions qui peuvent être prises en dehors du dirigeant que je suis. C'est une culture qui existait déjà à la création de l'entreprise et mise en place par ton père. Ouais, mon père il est toujours d'ailleurs, il est plutôt collaboratif dans sa façon de fonctionner. D'accord. Il a rarement pris des décisions tout seul dans son coin. Il nous a souvent challengé, notamment Pedro, Gaël et moi, mais il restait lui seul maître de la décision finale. Oui, donc participatif plutôt. Ouais, alors okay. Exactement, plutôt participatif, et donc c'est très bien. Et je pense d'ailleurs qu'il y a encore des décisions aujourd'hui qui sont prises de cette façon-là. Mais je pense encore une fois que par moment, on n'est pas le meilleur décideur. Et comment tu inculques, parce que ça c'est quelque chose, moi j'entends beaucoup de dirigeants ou de managers qui souhaiteraient avoir plus d'initiatives de la part de leurs collaborateurs. Comment tu as développé ça ? Comment tu as communiqué ? Comment tu as fait en sorte que ces projets ils se développent ? C'est là où c'est difficile. C'est que justement, on a beau avoir nous la volonté en tant que dirigeant, c'est pas toujours... Les collaborateurs n'ont pas toujours envie de se mouiller. Déjà, je pense qu'il y a la peur de l'échec, il y a la peur de l'erreur, il y a la peur de se planter. Et donc, chez Situaction, on accompagne l'échec, on accompagne l'erreur, on accompagne l'anomalie, on accompagne la difficulté. Je me rappelle pas. Concrètement, concrètement, ça peut être un collaborateur à qui un client demande un devis, et il vient me voir pour savoir ce qu'il peut faire. Et je lui dis, qu'est-ce que tu ferais ? Je ferais ça, ok, vas-y. C'est bon ? Tu l'as fait ? Oui. Tu l'as envoyé ? Oui. Ok. Tu t'es planté. C'est toi qui m'as dit, oui, tu t'es planté, c'est pas grave. Donc on cautionne l'erreur pleinement, et je prends moi la responsabilité avec toi de cette erreur-là. Et ensuite, on regarde les implications que ça a. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment ? Quel impact ça a réellement ? L'erreur que tu viens de commettre. Et donc ça permet de dire aux gens, par moment, on prend des mauvaises décisions. Okay. Ce qui est important, c'est comment on fait pour les corriger, mesurer l'impact de ces mauvaises décisions. Et sur un devis à 600 € ou sur un devis à 60 000 €, l'impact n'est forcément pas le même. Mais si sur 600 €, on ne les laisse pas faire l'erreur, d'accord. Donc on est déjà d'accord que tu les laisses faire l'erreur plus sur un devis à 600 € qu'à... Évidemment. Okay. Mais il n'empêche que... Oui. Il n'empêche que je pense que c'est comme tout entraînement, comme toute préparation. Il faut, à un moment donné... Personne ne se prépare à courir le marathon en courant un marathon. On fait de la plus petite distance, et puis le jour où on est prêt pour faire cette distance-là... Donc c'est du management. En fait, tu manages le droit à l'erreur, et donc tu manages la montée en confiance et de prise d'initiative. Ouais, tout à fait. Donc il y a quand même une culture d'entreprise qui est managée. La question qui me viendrait, c'est, ok, donc toi, tu as ça intrinsèquement. Alors j'ai 2 questions qui me viennent. C'est t'es dirigeant, tu vois, avec des rachats, etc. Où est-ce que tu trouves le temps de faire ça ? Et la deuxième, est-ce que tu es membre de Codir ? Parfois on peut voir un dirigeant très engagé et des membres de Codir plus limitants à cet endroit-là. Est-ce que tes membres de Codir arrivent autant que toi à accompagner cet échec ? Alors effectivement, il y a 2 questions. La première question, c'est que je pense que je suis pour le coup bien entouré.
On dit souvent qu'un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Je ne sais pas si je suis un bon dirigeant, mais je suis bien entouré. Okay. Je pense que j'ai, au poste stratégique, j'ai des personnes qui sont à la fois compétentes dans leur fonction, qui ont tout le temps cette envie de bien faire et qui ne rechignent pas, entre guillemets, à progresser, à s'améliorer, qui ont envie d'aller vraiment chercher le maximum de ce qu'ils sont capables de faire et qui sont tatoués situation. Ils croient vraiment dans les valeurs de l'entreprise et son impact et les raisons pour lesquelles on est ce qu'on est. Et donc forcément, quand on est entouré par des personnes comme ça, c'est beaucoup plus facile de prendre du recul, c'est beaucoup plus facile de se positionner en observateur, de prendre 10 minutes pour s'asseoir sur un bureau et discuter avec le collaborateur qui est à ce bureau-là et savoir ce qu'il fait, comprendre son métier. Tiens, c'est nouveau, ça je l'avais pas vu, tu travailles sur quoi ? Et donc d'être impliqué, entre guillemets, dans ce management-là, forcément c'est beaucoup plus facile. Oui. Donc ça c'est la première réponse. Et l'autre partie, je pense pas qu'ils soient tous autant... en tout cas pas tous dans la même optique que moi. Par contre, tous autant qu'ils sont, sur certains sujets qui me tiennent à cœur, ils vont être excellents. Oui. Si je prends l'exemple de Gaël ou de Adrien, c'est des personnes qui managent 8 personnes en dessous d'eux. Et donc forcément, avec leur personnalité à eux, parfois en bienveillance un peu molle, parfois en bienveillance un peu trop dure, mais l'un comme l'autre, ils viennent se challenger, moi je fais des one-to-one avec eux, des tête-à-tête pour comprendre où est-ce que sont leurs difficultés, comment on peut améliorer leur fonctionnement. Et donc, ils ne sont pas forcément au même stade que moi, mais en tout cas, il y a une volonté de s'y rendre. Est-ce que ça veut dire que tu as beaucoup... Donc, tu manages ton collectif, j'imagine, avec des codires sur ta perf, etc. Ouais. Mais... Bah oui. Ouais, je le dis comme ça parce que la performance, c'est quoi ? Non, mais tes indicateurs de bonne santé économique, on va dire. Ok, effectivement. Vois, c'est plus ça. Moi, j'aime bien manager, j'aime bien contrôler mes chiffres de présentéisme. J'aime bien voir combien d'arrêts maladie on a eu sur l'année ou sur le mois. J'aime bien regarder le taux d'implication des collaborateurs sur l'Extra-Pro, par exemple. Mais effectivement, je considère que c'est aussi important que le chiffre d'affaires. Okay. Parce que autant on peut avoir un chiffre d'affaires qui est complètement dépendant du marché, et puis du jour au lendemain, il se casse un peu la gueule. Mais si derrière, on a des équipes qui sont soudées et qui sont présentes, qui croient dans les valeurs de leur entreprise, l'ancienneté, par exemple, pour moi, c'est important. Surtout sur des métiers un peu tendus. On a des développeurs, on a des techniciens, on a des commerciaux. Quand on a un développeur qui arrive à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est pas neutre. Et c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce qu'il se plaît. Alors donc, comment tu... comment je mesure ça ? Ouais, non, mais comment tu sais s'il est pas bon et qu'il reste, ou s'il se plaît et qu'il reste et Moi, je pense que s'il était pas bon, notre logiciel il se développerait pas bien. Déjà, on a des taux de bugs qui sont très très infimes. On sort des nouveautés régulièrement, donc ils produisent des choses. Ils produisent des jolies choses, ils produisent des jolies choses qui marchent. Et ensuite, et donc tu me disais, est-ce qu'il est bon et pourquoi il reste, qu'il se sent bien ? Comment tu fais la différence ? Mais c'est ça, c'est ton amélioration continue. Ouais, c'est ça, c'est l'amélioration continue, c'est la qualité des process qui sont mis en œuvre. C'est pas de dire, on est en mode artisan et on reste en mode artisan. On produit mieux, on produit plus et on le fait avec des méthodologies qui se professionnalisent. Et ils sont en demande de formation. C'est ça que tu suis en fait. Okay. Moi, c'est ça que je vais donc mesurer. Ça, c'est super concret parce que ça montre à des personnes qui ont peut-être moins de clarté sur ces sujets-là, quels indicateurs tu peux mettre en place pour mesurer le mieux travailler ensemble plutôt que juste des indicateurs économiques. Alors je te pousse quand même, parce que comme je trouve ça très intéressant, est-ce que donc ça donne l'impression que tu as une confiance absolue dans ton organisation et dans ton business model, puisque tu regardes tes chiffres financiers, mais c'est pas c'est pas la priorité de tes actions. Est-ce que ça veut dire que
chacun de tes services ou chacun de tes métiers a des indicateurs quand même de rentabilité sur ce qui est important. Tu vois, comment tu... Parce en tout cas, moi, ça me semble, dans ce cas-là, risqué, tu vois, de faire autant confiance à l'humain si tu n'as pas un peu un cadre qui garantit que derrière, tout le monde fait ça. Et donc, j'essaie de te pousser dans tes retranchements pour qu'on puisse communiquer avec les autres sur, bien sûr. et donner vraiment envie. Non, mais on est d'accord que l'économie, c'est le nerf de la guerre dans une entreprise. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La trésorerie, c'est la vitalité. Oui. Et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, s'il n'y a pas de rentabilité, s'il n'y a pas de marge dégagée, on ne fait rien du tout. Enfin, je veux dire, même avec la meilleure volonté du monde, à un moment donné, quelqu'un qui est sous-payé, il ne restera pas. Enfin, et donc, oui, je suis des indicateurs économiques. Je suis mon chiffre d'affaires, je suis mon récurrent mensuel. Les commerciaux suivent leur marge sur chaque dossier de manière spécifique. Donc chaque métier a ses indicateurs. Chaque métier a ses indicateurs. Pour autant, quand tu disais je pilote avec un codir et on fait une revue de chiffres, oui, on le fait. On le fait parce que quelque part, c'est la prise de sang pour voir si tout va bien. Oui, mais c'est pas parce qu'on a un sang qui est clean que derrière on court comme un lapin et c'est pas pour ça que la tête va bien. Et donc en fait, c'est juste un élément parmi d'autres. C'est un des piliers parmi d'autres, j'entends. Mais je trouve que voilà, j'ai l'impression que là, on a bien poussé le sujet pour que ça soit très clair pour les gens. Oui, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, pour moi, le bien vivre ensemble ou le bien travailler ensemble, et tu vois, je fais le lapsus, c'est que je pense qu'on vient tous travailler, le cadre de travail est important, mais je pense que l'entreprise vit bien aussi. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est after work, c'est pas l'entreprise qui l'organise, c'est l'association de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une association qui s'appelle Situathlon. Et cette association-là, les collaborateurs adhèrent à l'association. D'accord. Leur adhésion est prise en charge par l'entreprise, mais ensuite, cette association, elle fonctionne en autonomie complète. Il y a un président qui n'est pas Stéphane, il y a un trésorier qui n'est pas Stéphane, et il y a un secrétaire qui n'est pas Stéphane. Ce sont des collaborateurs, et ils organisent de la découverte sportive, de la découverte culturelle. Ça va être... ils font en ce moment, je crois qu'il y a un atelier escrime, parce qu'on a un collaborateur qui fait de l'escrime et qui va prendre sur une de ses soirées d'entraînement pour faire découvrir ça aux collaborateurs. Ils ont fait escalade. Et en fait, ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans le cadre de l'entreprise. Le cadre de la société ne nous permet pas, mais par contre, dans le cadre associatif, ça devient possible. Une soirée découverte du poker, ça peut être une soirée art graphique. Enfin, voilà, c'est là où, tu vois, je vais mesurer le taux d'adhésion à l'association plutôt que le chiffre d'affaires par personne. Parce que pour moi, c'est ça qui est important pour mesurer le plaisir que les personnes, les collaborateurs ont à venir travailler dans l'entreprise. Très bien. Tu vois, ce qui peut me surprendre dans la logique, ça serait de dire, est-ce que tu pars du postulat que toute personne motivée crée de la valeur au bon endroit pour l'entreprise? J'avais pas forcément réfléchi à l'aspect philosophique du truc. Non, alors si je le dis de manière plus concrète, moi ce que je peux observer parfois, c'est j'ai dans mes équipes ou j'ai pu observer dans mes accompagnements, j'ai des personnes mais absolument géniales, dynamiques, engagées, mais qui pour autant là où elles s'éclatent n'est pas forcément l'endroit où dans leur métier. Ouais. Moi, j'ai besoin qu'elles créent de la valeur économique qui après nous amène à la performance dont on parle juste avant. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu me dis je mesure la performance, les taux d'adhésion à l'asso, ce que je trouve par ailleurs top, ça veut dire que toute personne motivée crée une valeur économique suffisante dans son poste. Je veux pas... je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la question du baby-foot dans l'entreprise, de comment on anime les jeux de société, etc., les happiness managers, etc. Je ne veux pas forcément participer à ça. Ce que je pense, c'est que une personne qui se sent bien dans l'entreprise, même si elle peut avoir certaines limites fonctionnelles, là où, comme tu dis, là où elle va créer de la valeur, si elle se sent bien, elle aura la volonté d'aller chercher plus loin que ses limites. Elle aura plus de facilité à aller dépasser son plafond de verre que si elle n'est pas bien dans l'entreprise.
Ça ne veut pas dire qu'il faut être bisounours, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et tolérer toutes ces choses-là. Toutes les permissions qui sont dans l'entreprise sont cadrées. Okay. Et quand on sort de ce cadre-là, ce que je veux dire par là, c'est que si tu es super motivé, que tu participes à l'association, que tu es présent dans l'entreprise, mais que derrière tu ne produis pas ce qu'on attend de toi, bah, on va te prendre par la main, on va t'accompagner pour t'aider à produire, pour t'aider à être là où on t'attend. Mais à un moment donné, quand tu n'es pas au niveau, ben, tu n'es plus à ta place dans l'entreprise. Okay. Voilà, le simple plaisir de venir travailler n'est pas suffisant. Est-ce que... donc toi, ton rôle, c'est vraiment de créer le terreau fertile pour qu'ensuite, chacun puisse pousser et se développer le plus droit possible et avec le plus d'énergie et de bonne composition possible. Et est-ce que tu délègues justement ce management de la performance un peu plus à tes managers ? Oui, complètement. Voilà. Ouais, donc complètement. c'est aussi... Donc là, tu te mets en tant que dirigeant sur... et donc en fait... j'aime beaucoup parce que ça veut dire pour tous ces managers qui parfois galèrent à faire les deux, c'est de dire c'est bien l'entreprise dans sa globalité qui doit créer ce terreau. Non mais complètement. Parce que c'est compliqué de faire les deux tout le temps. Bah on peut pas, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps et puis ça induit des choses compliquées. C'est compliqué à la fois de dire t'as le droit à l'erreur sur ton devis à 600 € et en même temps le rendez-vous d'après lui dire écoute j'ai un gros problème parce que en fait t'es censé sortir 15 devis tu vois, ou tant de chiffres et aujourd'hui tu fais pas assez de volume. Bah, en fait, c'est aussi une question d'attente et d'ancienneté. Le collaborateur qui a 10 ans d'ancienneté, pour moi aujourd'hui, il ne doit plus faire d'erreurs sur ses devis. Parce que finalement, c'est une mécanique qui est rodée, parce qu'il a l'habitude, parce que il a le droit à l'erreur, évidemment. C'est-à-dire que si une fois il se trompe, mais on n'est pas en train de dire qu'il remet en question complètement ses objectifs. Oui. Par contre, il faut accompagner le changement, il faut accompagner la montée en compétences, il faut accompagner la difficulté passagère. Là, ouais, effectivement, là, je suis d'accord. Alors, je rebondis. Un collaborateur chez toi qui a à peu près 10 ans d'ancienneté, il a le droit à l'erreur sur quoi ? Et sur quoi tu pourrais éventuellement avoir envie de l'accompagner dans son droit à l'erreur ? Ouais, chez nous, un collaborateur qui a 10 ans d'ancienneté, a priori, il ne fait plus la même chose qu'il y a 10 ans. D'accord. Son métier, il a évolué parce que les clients ont évolué, parce que les besoins ont évolué. Éventuellement, il a pris des charges différentes, il a pris des fonctions différentes. Et donc, là où il peut avoir le droit à l'erreur, c'est effectivement sur ces évolutions. Okay. Ensuite, si je prends par exemple un commercial, il a le droit de ne pas rentrer tous les dossiers qu'on lui présente, même s'il a 10 ans d'ancienneté. Oui. Il a le droit de rater une affaire parce que le client n'était pas le bon pour nous, parce qu'il n'a pas été bon dans sa négociation, parce qu'il a raté le besoin primaire du client, parce qu'il y avait un concurrent qui était meilleur que nous. Enfin voilà, et clairement, le commercial est celui à qui on accorde le plus le droit à l'erreur finalement. Mais nos techniciens aussi, parce que les modèles de véhicules changent, parce que les technologies évoluent. Donc finalement, l'ancienneté, oui, voilà. Joue assez peu. Ouais. Et est-ce que tout le monde est capable de se mettre en erreur et de progresser dans son droit à l'erreur, ou est-ce que tu as rencontré des personnes avec qui c'était plus difficile d'inculquer cette culture ? Il y a des personnes qui ne tolèrent pas l'erreur. Ils n'acceptent pas leur propre erreur parce qu'en fait, ils n'en commettent pas. Il y a des personnes qui sont incapables de voir qu'ils ont fait une bêtise, qu'ils se sont trompés. C'est rarement de leur faute, en fait. Alors, pour beaucoup, ils ne sont plus là. Oui, c'est un élément de culture tellement fort. C'est ça, tout à fait. Qu'en fait, vous les accompagnez plutôt à la sortie. Vers une entreprise qui leur convient mieux. Oui, tout à fait. Très bien. Mais d'ailleurs, ils n'acceptent pas cette sortie-là, souvent. Oui. Puisqu'ils ne font pas d'erreur. Donc, c'est donc pas simple. Donc, le mieux travailler ensemble, il est difficile parfois. Ça ne marche pas avec tout le monde. Parce que il faut accepter que mieux travailler ensemble, ça ne puisse pas marcher avec tout le monde. Ouais. Ok. Chez Situaction, on prend beaucoup d'alternants, par exemple. Oui. Et c'est vrai que je pense qu'un alternant ou une alternante qui arrive dans l'entreprise, c'est un peu Disneyland, quoi. On a beaucoup de choses qui nous sont données dès qu'on arrive. Et certains ou certaines ont tendance à oublier que c'est pas un droit qui est acquis de manière inéluctable, et que en fait, il faut travailler pour garder ce droit-là. Et que les personnes qui sont en place ont travaillé
pour leur offrir à eux ce droit-là. Oui. Parce qu'encore une fois, c'est pas le monde des bisounours. On est une entreprise, on est là pour dégager des revenus. On est là pour faire vivre 30 collaborateurs. On est là pour dégager du résultat, en fait. Parce que ça reste l'unité de mesure principale de la réussite d'une entreprise. Et j'ai l'impression que c'est... En fait, j'ai l'impression que tu es tellement clair sur ces sujets-là que ça te permet d'être très doux ou accompagnant. Tu vois, après sur le reste. Mais je pense que quand ça trop sort doux de même des fois. Trop doux, d'accord. Ouais, en fait, j'aime tellement ce cadre de travail convivial que une de mes difficultés, c'est de ne pas oublier ce que je viens de dire. On est une entreprise. On est là pour dégager du résultat. On est là pour travailler. Et que déjà, quand tu fixes un cadre de travail qui est d'être à 80 ou à 90%, parce que ça te permet d'avoir un peu plus de latitude, en fait, c'est pas 80% de 90. Oui. C'est 80 tout court. Oui. Et que les pauses, c'est bien. Que je suis sûr, et c'est clair, c'est vérifié. Il se passe plein de choses à la pause café. Mais à un moment donné, il faut qu'il se passe des choses quand même, quoi. En dehors de la pause café. Oui. Et je peux avoir tendance à être un peu... laxiste n'est pas le bon terme, mais... Un peu trop souple sur... si je fais pas attention, je pourrais tendre à du laxisme. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que cet équilibre entre, tu vois, que du financier et en même temps que de l'humain qui produisent de l'économique, c'est un équilibre qui est jamais facile à trouver. Et donc toi, tu sais que tu as une fragilité sur le... où tu peux basculer un peu... Mais c'est là aussi où la richesse du CODIR est importante et de l'entourage de manière générale. C'est que j'ai des collaborateurs qui sont plus durs que moi. Et eux sont pour moi des signaux, et pas des signaux faibles, sont des signaux clairs. Stéphane, je trouve que là, il y en a qui exagèrent. Ok, c'est clair, c'est posé, ils savent qu'ils peuvent me le dire, ils savent que je suis en capacité d'entendre ça. Et à ce moment-là, on recadre, on redresse, on se sépare de personnes qui sont plus du tout dans le cadre. C'est des alternants qui ne prolongent pas, c'est des CDI qui s'en vont. Mais j'ai confiance en fait dans l'unité de l'entreprise pour me rattraper quand moi je ne suis pas où je dois être aussi. Et alors, est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose qui te fait chaud au cœur, tu vois, en tant que dirigeant, sur ce que tu as construit, tu vois, et peut-être un fait concret qui te rend très fier. Alors moi je suis toujours très fier quand il y a des naissances, quand il y a des collaborateurs qui achètent leur maison, quand il y a des mariages. Forcément, si je ne m'attarde pas sur les chiffres, je m'attarde sur l'humain. Et pour moi, des humains qui réussissent dans leur vie personnelle, c'est que quelque part, ils ont une vie professionnelle qui leur permet de... peut-être pas d'atteindre ce niveau-là personnel, parce que ça leur appartient, mais en tout cas d'être suffisamment serein pour s'autoriser ça dans leur vie personnelle. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur qui, moi, me rend jovial. Et ensuite, j'aime bien aussi quand il y a des anciens qui viennent manger avec nous le midi. C'est un bel indicateur de réussite. Ça me fait plaisir. Ouais, on est au-delà de l'entreprise, on est vraiment dans l'appréciation des valeurs. C'est un ancien collaborateur qui m'envoie un SMS pour savoir comment je vais et est-ce qu'il peut passer mardi midi, est-ce qu'il y aura du monde. C'est un ancien qui, après être revenu, dit faut pas que je revienne trop souvent manger le midi parce que sinon je vais avoir de plus en plus de mal à partir. Voilà, pour moi, c'est des indicateurs forts. Mais après, c'est des trucs bêtes, c'est un contact dans mon réseau qui me dit j'ai croisé un de tes gars sur un salon, franchement ils sont cool, ils sont bien, ils sont bons, c'est-à-dire que pour moi la réussite elle transpire et elle va au-delà de Stéphane ou de son codir. C'est chaque collaborateur porte cet ADN là, qu'il soit salarié ou qu'il soit plus salarié. Ok. Bon. Je te remercie, j'ai l'impression que c'est déjà très riche. Je trouve que spontanément, tu as abordé les limites du mieux travailler ensemble, qui sont les difficultés à tenir le cadre entre parfois trop d'exigences sur les chiffres ou alors trop de souplesse dans
dans le cadre, dans l'accueil de la personne et dans son management. Est-ce que tu vois d'autres limites que tu as rencontrées? Tu nous as cité aussi la difficulté de certaines personnes de rejoindre votre ADN avec des particularités dans ce qu'on peut appeler les soft skills, là qui est la capacité de se mettre en erreur, l'humilité liée à ça. Je pense que c'est quelque chose, c'est un ADN ou en tout cas c'est une culture qui marche assez bien quand on a une expérience jeune. Le constat qu'on fait, c'est que quand on recrute des personnes qui sont plus avancées dans leur carrière, mais même à partir de 40 ans, hein, s'ils n'ont pas déjà eu cette habitude-là, c'est très difficile de rentrer dans ce cadre ou cette impression d'absence de cadre, parce que je confirme bien qu'il y en a un. Mais on a recruté des personnes qui étaient pourtant 55 ans, j'estime qu'on n'est pas âgé, et j'estime qu'on a encore un bel avenir devant soi, mais n'empêche qu'on a déjà un tel passif d'expérience que se remettre dans ce moule-là, c'est difficile. Okay. Et encore une fois, je pense qu'il y en a qui ont, à l'inverse, tellement pas l'habitude de ce qu'est la vie en société que du coup, c'est difficile pour eux de se dire on est dans une entreprise, réellement. Pour moi, ça fait partie des limites, je pense. Oui, alors j'aurais peut-être voulu approfondir ce dernier point avant qu'on se quitte. Tu dis ça peut même donner l'impression qu'il y a une absence de cadre. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu élaborer ce point-là, ce que te disent tes collaborateurs, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Comment toi tu pallies à ça ou pas? Aujourd'hui, je suis plutôt dans l'observation. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est lié à Situaction ? Est-ce que c'est lié aux générations qui arrivent ? Souvent, c'est avec les alternants qu'on rencontre ça. Est-ce que donc c'est générationnel ? Est-ce que c'est ponctuel ? C'est juste le temps de se mettre en route et de comprendre les rouages de la structure. Mais ça va être, je fais ma pause cigarette ou ma pause café, ça prend 10 minutes. À la limite, pourquoi pas, je m'en fous, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais quand je reviens, je suis sur mon téléphone et je vais sur les réseaux sociaux, puis je discute avec ma collaboratrice en face. Et en fait, à un moment donné, la pause qui devait durer 10 minutes se transforme en une demi-heure d'improduction, ou d'improductivité plutôt, c'est peut-être plus français. Et donc, c'est à quel moment moi je dois intervenir, à quel moment c'est le manager direct qui intervient, à quel moment c'est le reste de l'entreprise qui est elle-même garante de ça. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que j'ai des collaborateurs qui viennent me voir en me disant fais gaffe, tout le monde n'est pas au fait qu'on est une entreprise. C'est pas, je pointe pas du doigt quelqu'un, c'est juste, je te rappelle, on a des nouveaux qui arrivent, il y a un cadre à remettre, et voilà. Donc tout le monde en est garant, mais j'en suis finalement, c'est à moi de le fixer, quoi. Il y a une forme de culture implicite à partir du moment où tu donnes, je vais te donner beaucoup, tu vas me donner beaucoup, etc. Et on donne et on reçoit. Et quand cette culture-là, elle n'est pas intégrée, les gens, ils voient pas qu'on leur donne, quoi. Si les gens voient pas qu'on leur donne, ou s'ils voient pas qu'ils prennent trop, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de cadre, en fait. C'est ça. Nous, en fait, on a tendance à donner tout de suite pour mettre dans les meilleures dispositions. C'est un investissement en attente de retour. Oui, c'est ça. Et donc, ça peut créer une impression, effectivement, que en fait, c'est gratuit, il n'y a pas de cadre, et c'est cool. Non, en fait, non. J'ai misé pour voir, et maintenant, j'aimerais voir, quoi. Oui, ok, très bien. Voilà. Oui, et donc ça peut être une des limites, ou d'ailleurs, suite à ça, des personnes qui se sentent un peu... je sais pas, trahir le mot est un peu fort, mais en tout cas, n'ayant pas le retour sur investissement de ce qu'ils ont donné, exactement. Basculent dans quelque chose qui est, donc je vais réinverser des normes, ce qu'on a pu voir avec, on ouvre le télétravail, puis on referme tout, alors que le sujet, c'est peut-être de l'équilibre et de l'accompagnement au changement et à la culture. Oui, et puis ça peut aussi créer des frustrations pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont participé à la création de cette culture-là, en fait, et qui se disent... Moi, il m'a fallu fournir énormément d'efforts pour avoir ça aujourd'hui. Eux l'ont et ne se rendent pas forcément compte de cette chance-là. Oui. Mais comme tu dis, ils ne savent pas forcément ce qu'on leur donne, en fait. Oui. Et donc, on essaye. Hein. Alors, on essaye, une fois par mois, on a on appelle ça les petits déjeuners de l'info. On essaye de
de ramener du cadre, de ramener du contexte de l'entreprise, de rappeler les valeurs, comment elles s'expriment chez nous. Enfin, voilà, je pense qu'on fait des choses. La seule chose que je fais peut-être pas, c'est de prendre parfois entre quatre yeux la personne qui, à mon sens, n'est pas dans le cadre, parce que finalement elle a un manager et que c'est au manager de le faire. Et donc, enfin voilà, c'est peut-être à la limite le step supplémentaire qui permettrait d'améliorer le fonctionnement aujourd'hui. Ok. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage voilà, qui, je trouve, est très incarné et extrêmement étayé d'exemples. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, je sais pas, quelque chose qui t'anime, un mantra, une phrase ou juste une conclusion? Juste une conclusion. En fait, j'aime bien le terme d'authenticité. Je pense que ce fonctionnement-là, il marche parce que je suis aligné avec moi-même et que je le porte sans faux semblant et que j'essaye pas de calquer un modèle ou de faire à la mode d'eux. Je construis ce qui me plaît dans l'entreprise où je me plais et finalement ça marche parce que c'est sincère. J'essaie pas de fabriquer quelque chose. Je sais pas fabriquer du mieux travailler ensemble. Je suis convaincu que c'est la bonne façon de faire. Oui, c'est ça. Mais c'est ta bonne façon de faire. C'est ma bonne façon à moi. Et donc je trouve que c'est... elle marche chez moi parce que je la porte. Voilà. Et donc c'est intéressant message en conclusion, merci de dire finalement le mieux travailler ensemble, il part du dirigeant et de la culture de l'entreprise et c'est tellement singulier que bien sûr qu'on peut s'inspirer de bonnes pratiques de chacun, mais essayer de faire quelque chose juste parce que ça fait bien en termes de marketing, RH, etc. Ça marchera pas. Au final ça marche pas et donc c'est plutôt aller chercher en vous ce en quoi vous croyez vraiment. Faites-vous accompagner, relisez ce que vous faites pour réussir à trouver ce qui fonctionne pour vous. Il y a une analogie que j'aime bien, alors je ne sais pas si elle aura sa place sur ce podcast, mais tout le monde a déjà cherché sur Internet lettre de résiliation de mon abonnement téléphonique, parce qu'on a la flemme de rédiger nous-mêmes le courrier, et donc on va chercher un modèle. Il n'y a jamais personne qui envoie le modèle tel quel. Tout le monde l'adapte, tout le monde va mettre son propre numéro de compte, son propre numéro client, va ajouter son nom. Donc en fait, un modèle c'est bien, mais ce n'est qu'une base de travail. Et c'est important de s'approprier les choses et que ça corresponde à ce qu'on est vraiment. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je ne sais pas si toi tu réalises, que j'ai l'impression que c'est ton quotidien, mais tu vois, l'audace et le courage qu'il faut pour être soi-même, s'exposer en tant que dirigeant, parce que là, on n'a pas eu le temps d'adresser tous ces sujets-là dans le temps qu'on a, mais s'exposer comme ça a des revers. Voilà, quand à un moment, il faut prendre des décisions un peu plus difficiles. Donc, je sais. Quand on s'engage, ça a des revers émotionnels aussi. Donc, voilà, donc moi, ça me touche et je suis ravie de partager ça avec toi parce que je trouve que ça a plus de saveur et que ça contribue vraiment à un mouvement sociétal. De dire le travail, ça a du sens et nous, en tant que dirigeants, en tant que manager, quand on se comporte comme ça, et ben, en fait, je pense qu'on redonne envie aux gens de travailler aussi. Mais c'est pas sans courage et sans prise de risque. Donc, alors je ne m'en rends pas compte tous les jours parce que je suis dedans effectivement. J'ai pas toujours été authentique. J'ai souvent, au début notamment, quand j'ai pris les rênes, j'ai essayé d'avoir l'image qu'on attendait de moi. Et j'étais pas forcément bien dans mes baskets. Je supportais pas mes vêtements, je supportais pas l'image qu'on pouvait avoir. Et aujourd'hui, si je mets une chemise, c'est parce que j'avais envie de mettre une chemise. C'est pas parce que il fallait que j'ai une chemise. Oui, un dirigeant, ça doit avoir une chemise. Ouais, un dirigeant, ça s'habille. Enfin, moi, je m'habille comme j'ai envie. Et des fois, je suis en polo, des fois, je suis en veste à capuche, des fois, je suis en tennis, et des fois, je suis avec des chaussures cirées et une veste de costume. Mais parce qu'en fait, ça me fait plaisir d'être habillé comme ça. Ouais, mais donc c'est un double courage. C'est le courage de s'accepter soi-même tel qu'on est aux endroits où on s'apprécie moins. Et puis le courage de s'exposer aux autres tel qu'on est, avec tous les risques que ça comporte, ou qu'on a l'impression que ça peut comporter. Toutes les portes que ça peut fermer, ou ouvrir à l'inverse. Complètement.
Bon, et ben, merci beaucoup Je t'en prie. Stéphane pour cet échange, encore une fois passionnant. En tout cas, j'espère pour vous aussi. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous aurez trouvé de l'inspiration, de l'énergie, et puis peut-être des petits exemples que vous aurez envie de mettre en place dans votre entreprise, dans votre équipe, ou de partager à d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à faire connaître ce podcast à votre entourage, de le liker sur les plateformes. C'est tous ensemble qu'on est plus fort. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir Stéphane. Au revoir Amélie.